animateur. Merci. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la suite du show? Ouais? Ok. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le grand retour sur scène d'une figure qui est incontournable de notre communauté agile. Après 5 ans d'absence, il remonte de nouveau sur les planches et on est très heureux que ce soit ici avec nous à l'Agile Lille. Si je vous dis punchline, si je vous dis casser les codes, si je vous dis aussi pourfendeur des estimations, je pense que vous savez tous de qui je parle. En 25 ans d'expérience, il a eu l'occasion de croiser un bon nombre de situations et il aime pointer avec humour finalement ses incohérences. Bien sûr, il nous parlera d'estimation, organisation, mais il va surtout essayer de nous aider à voir au-delà de ses méthodes. Coach agile, conférencier, formateur, il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour une nouvelle conférence qui promet, comme à son habitude, d'être assez unique. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Frédéric Le Guédois. Non mais j'en ai marre. Mais ça fonctionne jamais ce truc. Tous les jours ça plante. Allez, envoyez le formulaire. Et puis ça plante toujours au mauvais moment là. Dans 2 minutes, moi je suis sur scène là. C'est pas le moment que ça plante. Ça m'énerve ce truc. Ça marche jamais. Ça m'énerve. Ça vous énerve pas vous? Oh, pardon. Je suis déjà sur scène en fait. Bah bonjour. Non, c'est juste que j'étais en train de faire un truc sur mon téléphone, là, puis ça marche pas. Bon, c'est pas grave, hein, je vais faire ça plus tard. Hein. Je sais pas, ça vous arrive peut-être à vous aussi d'avoir des logiciels comme ça. Bah, vous les appréciez, et puis il y en a d'autres que vous aimez pas, quoi. Tiens, je vous propose qu'on fasse une petite expérience. Pourriez-vous identifier dans les logiciels que vous utilisez régulièrement un logiciel que vous appréciez particulièrement? Logiciel au sens large, hein, sur un PC, sur un téléphone, dans un contexte professionnel, dans un contexte personnel, peu importe, essayez de visualiser un logiciel que vous appréciez particulièrement. Je vous laisse quelques instants pour bien identifier ce logiciel et bien le mémoriser. Maintenant, deuxième question, à l'inverse, pourriez-vous identifier un logiciel que vous appréciez pas du tout utiliser? Il est lent, il n'est pas ergonomique, que ce soit maintenant ou peut-être dans le passé, un logiciel que vous n'aimez pas du tout. Eh bien, mesdames, messieurs, je pense que maintenant vous avez ce logiciel tout pourri devant vous et je vais lire dans vos pensées. Et je vois ici, et là aussi, oui, ça se dessine, c'est très net, que ce logiciel tout pourri, vous l'utilisez dans un contexte professionnel. Bon, en fait, je n'ai pas lu dans vos pensées, hein. Simple déduction logique. À titre personnel, lorsque le logiciel est mauvais, on en change. Alors qu'à titre professionnel, il faut uniformiser les process et les outils. Le logiciel est obsolète, il ne correspond en rien aux besoins des salariés. C'est un boulet qu'on se traîne depuis des années, voire des décennies. Mais ouf, tout le monde utilise le même. Nous en faisons des sacrées économies d'échelle. Et si d'aventure, une équipe avait l'outrecuidance de vouloir utiliser un nouvel outil, elle devrait en faire la demande préalable au comité de validation des nouveaux outils. Or, rappelons-nous la définition d'un comité d'après Winston Churchill. Comité, groupe d'individus incapables de faire quoi que ce soit par eux-mêmes, ayant décidé collégialement que rien ne pourrait être fait. Et lorsque l'uniformisation aura décapité toutes les initiatives, et lorsque l'uniformisation aura annihilé les moindres divergences, et lorsque l'uniformisation aura stérilisé toutes les idées et toutes les envies, nous ferons le constat que, oh surprise, nous avons un problème d'innovation dans notre organisation.
Décision sera donc prise de créer un service innovation ou un labs qui aura pour mission unique de travailler avec des outils différents. Bon, revenons-en, si vous le voulez bien, à nos deux logiciels. Vous savez, le logiciel que vous appréciez utiliser et le logiciel que vous n'appréciez pas utiliser. Et posons-nous cette simple question. Au cours de notre existence, combien de fois sommes-nous allés voir les roadmaps de ces deux produits? Si la réponse est jamais, c'est tout à fait normal. Les utilisateurs ne vont pas voir les roadmaps. Les plannings ne sont ni une source de satisfaction, ni une source d'insatisfaction pour les utilisateurs. Il n'y a que 3 sources de satisfaction pour les utilisateurs. Le produit et le produit. C'est le produit qui apporte de la satisfaction aux utilisateurs. Les fonctionnalités qui existent maintenant, le logiciel tel qu'il est maintenant. Tout le temps passé à consacrer à prédire le futur n'est que pur gaspillage. Or, à budget constant, plus nous passons du temps à prédire le futur, moins nous passons du temps à améliorer le produit. Toutes les réunions de planification, tout le temps consacré à élaborer des documents avec des projections ne sont que des trahisons vis-à-vis de nos utilisateurs. Prédire ou bâtir le futur, il faut choisir. Et c'est là le grand quiproquo des transformations agiles. À l'origine, l'agilité, c'était plus de simplicité, plus de légèreté, moins de bureaucratie, des mises à jour fréquentes pour développer notre capacité d'adaptation. Mais les transformations agiles sont devenues tout autre chose. Tiens, je vous propose de réaliser pour vous la transformation agile la plus rapide de l'histoire des transformations agiles. Madame, messieurs, ceci est pas du tout. Ceci est un planning. Donc là, c'est le début de notre planning. Là, c'est la fin de notre planning. C'est un planning d'une durée de 2 ans, dirons-nous. Ou 3 mois. Parce qu'avant, nous faisions des plannings tous les 3 mois. Mais maintenant, grâce à notre transformation agile à l'échelle, nous faisons des plannings trimestriels. C'est dire l'ampleur de la transformation. Donc reprenons notre planning d'une durée de 2 ans ou de 3 mois. Pour ceux qui verraient encore un stylo, faites un effort, s'il vous plaît. Allez, reprenons. Concentration pour cette transformation agile, la plus rapide de l'histoire des transformations agiles. Je prends le planning, je le mets à la verticale, je le remets en backlog, insertion dans Jira, fin de la transformation! Mais bien sûr que non! Si nous avons des deadlines dans nos backlogs, ce ne sont pas des backlogs. Si nous avons des dates de démarrage dans nos backlogs, ce ne sont pas des backlogs. Ce sont tout au plus des plannings verticaux. Et j'ose espérer qu'une transformation agile soit un peu plus riche qu'une simple rotation orthogonale. Mais quelle est donc la différence entre un planning et un backlog? Alors, le planning, c'est la liste de tout ce que nous sommes sûrs de ne pas faire aujourd'hui. Oui, mais pour les prochaines semaines, les prochains mois, à ce moment-là, le planning, il sera caduc. Le planning, c'est un amas d'informations qui sont inutiles aujourd'hui et qui sont fausses à partir de demain. Et en notre fort intérieur, nous savons tous que les plannings sont faux.
mais nous ne percevons aucune alternative, aucune échappatoire. Toute planification est une résignation collective. Face à l'incertitude, le planning, c'est un imaginaire qui rassure. Le planning, c'est un doudou organisationnel. Mais le backlog, me direz-vous, n'est-ce pas la liste des tâches par ordre décroissant d'importance? Si, tout à fait. Donc c'est bien aussi une projection du futur? Absolument pas. Pourquoi? Parce que si ton œil était plus aigu, tu verrais tout en mouvement. Nietzsche, si ton œil était plus aigu, tu verrais tout en mouvement. La vérité du backlog est éphémère. La vérité du backlog est tellement éphémère qu'elle est devenue contre-vérité le temps d'avoir prononcé cette phrase. Le backlog n'est en rien une projection du futur. Le backlog nous indique uniquement ce que nous devons faire maintenant. Oui, mais demain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est pas de moi, hein, c'est un orateur qui a eu un certain succès. Vous en avez peut-être entendu parler. Un certain Jésus de Nazareth. Évangile selon Matthieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Parce que si aujourd'hui, le backlog nous dit ce qu'il faut faire maintenant, le backlog de demain nous dira ce qu'il faut faire maintenant. Mais sans planning, nous sommes aveugles. Sans planning, nous sommes dans l'incertitude. Les organisations qui s'appuient sur des plannings sont elles aussi dans l'incertitude. C'est juste qu'elles ne le savent pas. Elles sont ignorantes de leur ignorance. Reste une épineuse question. Comment agir dans l'incertitude? Parce que oui, si nous passons d'approches prédictives à des approches adaptatives, il va falloir réinventer comment est-ce que nous donnons de la visibilité à nos utilisateurs. Réinventer comment est-ce que nous priorisons, réinventer comment est-ce que nous élaborons un budget, comment est-ce que nous décidons, comment est-ce que nous communiquons. La transformation agile est à ce prix. Et comme ce n'est pas en une petite heure que nous allons pouvoir tout voir, je vous propose que nous nous focalisions sur la priorisation. Comment, traditionnellement, faisons-nous pour prioriser? On va se baser sur un calcul. Le calcul de retour sur investissement. C'est-à-dire que nous allons diviser pour une fonctionnalité ses gains par ses coûts. Pour être plus précis, nous allons diviser une estimation de ses gains par une estimation de ses coûts. Or, dans le développement logiciel, une estimation fiable, ce n'est pas une estimation où la marge d'erreur est de 2-3%, non. Dans le développement logiciel, une estimation fiable, c'est une estimation où la marge d'erreur est de l'ordre de 100%. Les développeurs vous disent que ça va nous prendre 4 jours, ça leur prend 8 jours, c'était fiable. Du coup, qu'est-ce qu'une estimation pas fiable? C'est une estimation où la marge d'erreur est largement supérieure à 100%. Sur le projet, nous avions un budget initial à 12 millions d'euros. Au final, ça aura coûté 38 millions d'euros, un peu plus de 200% de marge d'erreur. Estimation ordinaire. Sur ce sujet, nous avions provisionné 2000 jours. In fine, nous en avons cramé 80 000. 4000% de marge d'erreur. Estimation ordinaire. Et si les coûts sont imprédictibles, les gains le sont tout autant. Avoir la prétention de prédire les gains implique avoir la prétention de prédire la réaction des utilisateurs à une mise à jour. Or, force est de constater que c'est toujours une surprise.
Ah bah parfois c'est un immense succès, parfois ça fait flop, parfois on a la moitié des utilisateurs qui adorent et la moitié qui détestent. Parfois, les utilisateurs vont détourner l'usage de la fonctionnalité pour en faire un truc absolument génial que personne n'avait anticipé. Dans le développement logiciel, tant les coûts que les gains sont imprédictibles. Pour calculer notre retour sur investissement, nous allons diviser notre estimation de gains fantaisiste par notre estimation de coûts fantasque et nous obtenons un retour sur investissement parfaitement, complètement, totalement farfelu. Et après, me direz-vous, eh bien après, nous faisons de même pour la deuxième fonctionnalité. Division de l'estimation des gains fantaisistes par l'estimation de coûts fantasques égale retour sur investissement farfelu. Et nous faisons ça pour toutes les fonctionnalités. Et lorsque nous avons calculé tous les retours sur investissement farfelus, nous allons sélectionner le plus élevé des retours sur investissement farfelus. Et c'est comme ça que nous décidons. Alors oui, des calculs, il y en a plein. Les diaporamas dégoulinent de comparaisons numériques. Les réunions préparatoires suintent de calculs. Les tableurs dégorgent de chiffres. Nous sommes inondés par les nombres. Mais dans cet océan numérique, il n'y a pas une once de rationalité. Les approches prédictives s'apparentent bien plus à des pratiques divinatoires qu'à une approche scientifique. Et nous, ce que nous souhaiterions, c'est pouvoir prioriser de manière rationnelle et, si possible, légère. Il y a un moment, ça serait bien quand même qu'on mette moins de temps à décider ce qu'on va faire qu'à le faire. Alors pour ce faire, plaçons-nous dans une situation de la vie quotidienne. Nous sommes à l'épicerie avec notre enfant et le voici qu'il dépose sur la caisse les fraises avant les boîtes de conserve. Et de lui expliquer qu'une fois arrivé dans le panier, nous risquons d'avoir de la bouillie de fraises. Pour faire naître chez lui ce raisonnement, qu'il faut partir de ce qu'on veut avoir dans le fond du panier pour savoir ce qu'on doit mettre en premier sur le tapis de caisse. Ce qui répond de manière définitive à cette question « Que devons-nous développer maintenant ?» La prochaine mise à jour. Vous allez me dire, mais là, il est en train de nous escroquer, là. On a juste décalé le problème, quoi. Pas tout à fait. Parce que si nous, dans nos directions informatiques, si nous, dans nos équipes techniques, nous ne savons pas quelle doit être la prochaine mise à jour, nos utilisateurs le savent très bien. Il suffit d'aller leur parler. Chers utilisateurs, en échangeant avec vous, nous avons identifié une trentaine d'irritants. Parmi ceux-ci, quels sont les 2 ou 3 les plus pénalisants pour vous ? Alors celui-là, non, alors pas celui-là, celui-là et celui-là. Fin de la priorisation. Les conflits de priorisation se dissolvent dans les rencontres avec les utilisateurs. Après la priorisation par retour sur investissement, après la priorisation par point de vélocité et point de complexité, même combat, je vous propose aujourd'hui la priorisation par priorité. Faisons ce qui est le plus important. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais faisons ce qui est le plus important pour nos utilisateurs. Et si nous savons quel problème résoudre et dans quel ordre, par contre, nous ne savons toujours pas quelle solution nous allons y apporter. Pour ce faire, retournons-nous vers nos développeurs. Pour ce problème-là, quelles sont les différentes solutions que nous pourrions mettre en œuvre pour l'atténuer ? Pas pour résoudre le problème. La perfection n'étant pas de ce monde, vouloir résoudre complètement ou parfaitement un problème,
c'est la promesse d'un délai qui va tendre vers l'infini avant sa mise en œuvre. Donc nous ne cherchons pas à résoudre le problème, nous cherchons à l'atténuer. Et lorsque les développeurs ont exprimé toutes les solutions qu'ils voyaient pour atténuer ce problème-là, nous leur demandons, parmi ces solutions, quelles sont les plus simples. Et nous les mettons en place immédiatement. Or, si nous mettons en place une des solutions les plus simples, un des problèmes les plus importants, nous avons maximisé notre retour sur investissement sans jamais l'avoir calculé préalablement. Les solutions simples sont particulièrement élégantes parce que les solutions simples sont peu coûteuses. Les solutions simples sont peu risquées. Et puis surtout, les solutions simples sont rapides à mettre en place. Et nous voulons aider rapidement nos utilisateurs. Et puis nous voulons surtout avoir rapidement leur retour. Est-ce que cette atténuation est suffisante? Ou est-ce qu'il faut atténuer plus? De confirmer ou d'infirmer que nous allons dans la bonne direction? Or, si nous agissons pour apprendre, c'est une itération. Et à quoi ça s'oppose, le fait d'agir pour apprendre? C'est au fait de réfléchir pour ne pas agir. Vous savez, on ne sait pas quoi faire, donc on va faire une étude qui dure 1 an pour savoir si on faisait A ou B. Et au bout d'1 an, le constat est que nous n'avons pas suffisamment d'informations, donc on va refaire une autre étude. Mais dans l'idéal, ce que nous voudrions, c'est que les développeurs soient orientés vers les utilisateurs. Tous les jours, toutes les heures, que toutes leurs actions, que toutes leurs intentions tendent vers les utilisateurs. Or, si les développeurs sont préoccupés par les utilisateurs au point de vouloir toujours les aider, cela a un nom. Cela s'appelle la compassion. C'est la compassion qui va faire que nous allons toujours agir sur le plus important. Si nous voulons entrer en rationalité, il nous faut quitter les calculs basés sur la prédiction du futur. Car le futur n'est pas prédictible. Le futur est surprenant. Le futur n'est jamais là où on l'attend. Mais peu importe, car le temps de l'action est toujours l'instant présent. Et pour maximiser le retour sur investissement, me demandez-vous, pour maximiser le retour sur investissement, nul besoin de calcul, nul besoin d'estimation, nul besoin de tableur. Pour maximiser notre retour sur investissement, nous avons uniquement besoin de simplicité et d'amour. Un des plus grands obstacles pour passer d'approches prédictives à des approches adaptatives, c'est que nous sommes convaincus qu'il est impossible de travailler sans planning. Et comme nous sommes convaincus, nous n'essayons pas. Et je vous le donne en 1000, quand on n'essaye pas, c'est impossible. C'est la croyance limitante dans toute sa splendeur. Nous pensons que c'est impossible, donc nous n'essayons pas, donc ça devient impossible. Pour nous aider, nous aurions besoin d'un exemple, d'une organisation qui fonctionne sans planning, une organisation purement adaptative. Il faut que ça soit une organisation crédible, quelque chose d'assez sérieux, si possible pas dans l'univers du développement logiciel, et qui a un fonctionnement bien documenté. Voilà. Et il se trouve que cette organisation, elle existe. Dans la plupart des villes de France, il y en a à Lille, et bon nombre d'entre nous y sommes allés au moins une fois. Bon, je vous l'accorde, rarement de gaieté de cœur. Cette organisation, ce sont les urgences médicales. Aussi, je vous propose qu'on aille faire un petit tour
aux urgences médicales pour voir comment c'est organisé. Bon, nous arrivons, il y a une porte automatique, c'est des urgences médicales. On franchit, puis là, nous sommes saisis par cette odeur dégueulasse de l'hôpital. Et puis, dans le couloir, nous tombons sur cette affiche accrochée au mur. Le parcours d'un patient aux urgences. Comment ça se passe aux urgences? Alors, d'abord, il y a un accueil administratif. Bon, vous me direz, administratif et urgence, ça résonne un peu comme une dissonance, mais en fait, c'est extrêmement court. Le nom, la personne à contacter, la carte vitale, voilà, ça prend quelques minutes. Et ensuite, le patient va être reçu par un infirmier, c'est marqué. Bon, 90% des infirmiers étant des infirmières, je dirais infirmières. Donc, va être reçu par une infirmière qui va évaluer son état de gravité pour pouvoir prioriser le passage aux urgences. À la suite de quoi, le patient ira dans une salle d'attente. Et quand un box va être disponible, il va être reçu dans le box. Et le box, c'est l'endroit où il va y avoir médecin, infirmière. Et en fait, on va avoir le cœur du réacteur, c'est-à-dire le diagnostic, éventuellement des examens complémentaires. On peut penser à des radios, des prises de sang, ce genre de choses. Éventuellement, un premier soin. On peut penser par exemple à des points de suture. À la suite de quoi, le patient soit va retourner à domicile, soit sera hospitalisé. Alors, l'organisation des urgences ne dépend pas du directeur de l'hôpital. Ce n'est pas le directeur de l'hôpital qui définit l'organisation de ces urgences. L'organisation des urgences est définie par des recommandations nationales, internationales, qui s'appuient sur des études scientifiques. C'est-à-dire que l'organisation des urgences, c'est une organisation qui est étudiée scientifiquement, avec un objectif, sauver un maximum de vies. D'accord ? Donc, l'indicateur principal aux urgences, c'est le taux de mortalité. Et tout est organisé pour avoir le moins de morts possible aux urgences. Donc, je vous propose qu'on aille un peu plus dans le détail. Donc, notre patient arrive. Je suis secrétaire à l'accueil aux urgences. Bonjour, monsieur. Je prends ma petite fiche, cartonnée sur ordinateur, ça revient au même. Je rentre les petites informations et je vais mettre la fiche dans la pile, ici. Et jusque-là, c'est organisé par ordre d'arrivée. D'accord ? Maintenant, je suis infirmier au niveau de l'accueil infirmier. Dans le jargon, on appelle ça le tri. Alors, ça peut nous heurter de trier des humains. Les urgences médicales sont héritières de la médecine de guerre. Et le tri, en fait, c'est le jargon médical qui désigne l'ordonnancement ou la priorisation dans notre jargon. Donc moi, en tant qu'infirmière au niveau du tri, mon but, c'est que je vais appeler mon patient et c'est de déterminer sa gravité. Alors pour faire ça, je m'appuie à la fois sur le motif, pourquoi est-ce qu'il vient aux urgences, et puis on prend quelques constantes, la température, la tension, etc. Et à partir de là, il y a une grille d'évaluation de la gravité des patients. Alors, le tri, ça dure entre 2, 3, 5, 6, 7 minutes maximum. C'est quelque chose qui est très court. Et cette durée de tri, elle est connue, elle est partagée, elle est étudiée au niveau des urgences. C'est peut-être un premier enseignement que nous pourrions avoir. Combien de temps nous mettons dans nos organisations pour savoir si on va faire A ou B? Est-ce qu'on le connaît, ce temps-là? Est-ce qu'il est mesuré? Est-ce que ça se compte en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois, en trimestres? Donc, notre infirmière de tri, son but, c'est de savoir, parmi les patients qui sont dans la salle d'attente, je ne vous l'ai pas dit, mais ça, c'est la salle d'attente, où je mets mon patient. Est-ce que c'est le patient le plus grave que j'ai actuellement et je vais le mettre tout au bout de la pile pour que dès qu'un médecin soit disponible, ça soit le premier qui soit vu? Ou est-ce qu'il est un peu moins grave ou finalement pas grave du tout? D'accord? Et puis maintenant, je suis un médecin ou je suis une infirmière au niveau du soin.
Mon box vient de se libérer, je vais dans la salle d'attente et je prends la première carte. Et comme nous sommes en train de prendre le patient qui a besoin le plus d'être aidé maintenant, nous sommes en train de sauver un maximum de vies. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre salle d'attente, en tant que patient, je ne sais jamais quand est-ce que je vais être appelé dans un box. Vous le savez peut-être si vous avez été aux urgences, on sait quand est-ce qu'on rentre, on ne sait pas quand est-ce qu'on sort. On ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir. Et alors, ce n'est pas la peine d'aller se fâcher contre les soignants, parce qu'ils ne le savent pas non plus. D'accord ? Ce n'est pas des affreux complotistes qui vous dissimulent des informations. C'est juste que le moment où je vais passer dans le box est déterminé par plein de paramètres qui sont tous inconnus. Combien de temps les patients qui sont actuellement dans les box vont rester dans les box ? On ne sait pas. Quels sont les patients qui vont arriver prochainement aux urgences ? On ne le sait pas. Quel sera l'état de gravité de ces patients ? On ne le sait pas. Est-ce que je n'ai pas, dans ma salle d'attente, un patient dont l'état va se détériorer, qui va nécessiter d'être repriorisé ? On ne le sait pas. Donc nous sommes dans une organisation qui est parfaitement organisée pour sauver un maximum de vies, qui est extrêmement efficiente et parfaitement imprédictible. Il n'y a aucune corrélation entre l'efficacité et la prédictibilité. Et mettons-nous un peu à la place d'une infirmière qui est au tri. Vous voyez les responsabilités qu'elle a sur ses épaules ? Si elle se plante, l'enjeu, c'est une vie humaine. Je veux dire, tous les gens n'arrivent pas avec un arrêt cardiaque et une hémorragie, parce que ça, c'est dramatique, mais c'est visible, c'est simple à prioriser. Il y a plein de cas qui sont très difficiles à prioriser. Alors les infirmières qui sont là, ce sont des infirmières qui sont expérimentées, ce sont des infirmières qui sont formées. Mais voyez ce niveau de responsabilité, vous voyez l'enjeu. Et cette infirmière ne fait pas de planning. Ce qui nous permet de répondre à une objection qu'on entend très souvent. Alors nous sommes sérieux, donc nous faisons des plannings. Où il y a un fort enjeu, donc tu comprends, on est obligé de faire des plannings. C'est faux. Nous ne faisons pas des plannings parce que nous sommes des gens sérieux. Nous ne faisons pas des plannings parce qu'il y a un fort enjeu. Nous faisons des plannings pour une seule et unique raison. Nous ne savons pas faire autrement. Les urgences, c'est les réceptacles de la détresse de notre société. Parce qu'on pense bien qu'aux urgences, on peut avoir des personnes qui sont malades ou des personnes qui ont de la bobologie, qui peuvent avoir des points de suture. Mais les urgences reçoivent aussi des personnes dans des détresses sociales, des SDF, des personnes qui font des crises psychiatriques, des personnes qui, avant d'être internées en garde à vue, des personnes qui ont tenté de mettre fin à leur jour, des personnes qui sont en fin de vie. Et puis parfois, les victimes arrivent en masse. Quand il y a un carambolage sur un grand axe routier, quand il y a un incendie, quand il y a l'épidémie de Covid, de grippe et de bronchiolite qui arrivent en même temps, ce sont des vagues de patients, et tout ça, c'est parfaitement imprédictible. C'est le chaos total. Et nous passons de ce chaos total de la société à un système qui est parfaitement organisé et optimisé pour sauver le maximum de vies, avec 2 boîtes à chaussures. Et pas l'ombre d'un Scrum Master. Pas de coach agile. Pas d'objectif de sprint, pas de sprint planning, pas de sprint du tout. Quel enseignement pouvons-nous tirer de cette observation ? Je ne sais pas. Je vous laisse réfléchir. Alors, on peut se dire c'est délicat, cette idée d'avoir une organisation étudiée scientifiquement.
Ça veut dire quoi, étudier scientifiquement une organisation? On met l'organisation dans une éprouvette et ça nous sort le truc parfait? Alors non, pas du tout. En fait, étudier une organisation scientifiquement, c'est de notre organisation, on va se poser une question, on va changer un détail et on va faire de la mesure. Je pense que vous connaissez tous un peu comment ça fonctionne pour les médicaments. Hein, on prend des gens qui ont une pathologie, il y a la moitié, on leur donne un médicament, l'autre moitié, et après, on mesure. Bien là, c'est la même chose. Donc, prenons un exemple. Les urgentistes se sont posé une question très simple. Que se passe-t-il si une personne de plus de 75 ans qui doit être hospitalisée à l'issue de son passage aux urgences n'est pas hospitalisée immédiatement, mais va passer une nuit sur un brancard aux urgences. Et donc, l'approche scientifique, c'est qu'on va mesurer ça. Donc, pendant 48 heures, ils ont sollicité une centaine de services d'urgence, ils ont collecté des données sur environ 1500 patients, et ils se sont rendus compte que les personnes de plus de 65 ans qui passaient sur une nuit sur les brancards des urgences versus ceux qui étaient hospitalisés avaient un taux de mortalité qui était supérieur de 40%. Ça, c'est une étude scientifique d'une organisation. On ne sait pas pourquoi, en fait. On peut faire des hypothèses, mais on ne sait pas pourquoi. Par contre, on sait ça, parce qu'on a mesuré ça. Ce qui nous permet de répondre à 2 questions. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, il y a des gens qui meurent faute de place à l'hôpital? La réponse est oui. À quelle fréquence? Tous les jours. Je reviens dans la conf, mais je voulais quand même le dire. L'objection qu'on a très souvent sur le fait d'avoir une structure purement adaptative, c'est qu'on va nous dire « oui, ça c'est bien joli, une petite équipe de développement toute seule dans son coin, elle peut fonctionner sans planning. » D'accord ? Mais à partir du moment où cette équipe doit se synchroniser avec plein d'acteurs, il faut forcément se baser sur de la planification. Ce qui est parfaitement exact quand on ne sait faire que de la planification. Je vous pose cette question. D'après vous, les urgences, et on a vu que c'était une organisation adaptative sans planning. Les urgences, d'après vous, est-ce une petite équipe isolée dans son coin ? Ou est-ce que les urgences ne sont pas en interaction avec le SAMU, le SMUR, la police, la gendarmerie, les pompiers, les ambulances privées, les généralistes qui envoient leurs patients, les patients qui arrivent jour et nuit, tous les services techniques de l'hôpital, tous les services de soins des hôpitaux, parce que pour chaque patient, ils ont besoin de l'avis d'un spécialiste, tous ces mêmes services, parce qu'à chaque fois qu'il faut hospitaliser un patient, il faut être en interaction avec eux, et puis tous les autres hôpitaux de la région, parce qu'il n'y a pas toujours de la place dans l'hôpital. Donc, bien entendu, les urgences sont en adhérence avec plein d'autres organisations. Et ils n'ont pas de planning. Comment font-ils pour se synchroniser? Alors, pour répondre à cette question, je vous encouragerai toujours à simplifier la problématique. Donc, on va se poser la question, comment les urgences se synchronisent avec la radiologie. Vous ? Parce qu'on se doute bien que les urgentistes, quand ils doivent faire un diagnostic, ils ont souvent besoin de radio. Donc, les urgences qui n'ont pas de planning doivent se synchroniser avec la radiologie. Sans planning. Je vous laisse réfléchir. Vous voulez un indice ? Vous avez la solution devant vos yeux. Une boîte à chaussures! Qu'est-ce qu'il y a entre les urgences et la radiologie? Une boîte à chaussures! Ils mettent les patients qui doivent aller à la radio par ordre de priorité, qui doivent passer à la radio. Et ils se parlent tout le temps. Donc ils sont constamment synchronisés, de manière bilatérale. Et ils font ça avec toutes les autres entités avec lesquelles ils doivent se synchroniser. Un backlog et on se parle. Et donc, dans notre grande organisation,
quand toutes les équipes qui doivent se synchroniser de manière bilatérale sont synchronisées de manière bilatérale? Que reste-t-il à synchroniser? Rien du tout. À quoi ça sert une synchronisation trimestrielle quand on se parle tous les jours? À rien du tout. Et comment est-ce qu'on peut envisager un seul instant que si on a un sujet en commun, on se parle 4 fois par an et que ça va bien se passer? La synchronisation trimestrielle n'est-elle pas le synonyme de la désynchronisation perpétuelle? Est-ce que l'agilité à l'échelle, c'est pas ce qu'on met en place quand on a raté sa transformation agile? On voit bien que nos transformations sont souvent en difficulté. Et il y a beaucoup d'orateurs ici qui ont partagé un pourquoi, une hypothèse. Alors moi, je vous propose une hypothèse à ma modeste échelle, parce qu'effectivement, nous voyons souvent que avant la transformation et après la transformation, hormis le vocable, souvent il y a beaucoup de similitudes. On peut même se demander s'il y a transformation, et d'ailleurs s'il y a agilité. Alors, ma petite pierre à l'édifice, c'est peut-être parce qu'en fait, nous allons chercher dans l'agilité des nouvelles réponses à nos questions. Donc, par exemple, avant, on se demandait comment allions-nous faire des estimations, et maintenant, nous nous demandons comment pouvons-nous faire des estimations agiles. Avant, on se posait la question comment faire des plannings, et maintenant, comment allons-nous faire des plannings agiles? Et en fait, peut-être qu'il faudrait non pas apporter de nouvelles réponses à nos éternelles questions, mais nous poser de nouvelles questions. Pouvons-nous travailler sans estimation? Pouvons-nous travailler sans planning? Pouvons-nous travailler sans sprint? Et ça, c'est beaucoup plus délicat. Parce qu'il faut qu'on se pose des questions qu'on ne se représente même pas. Aussi, je vous propose, pour illustrer ce concept, de vous conter l'histoire de la petite tortue. Il était une fois, au fond des océans, une petite tortue qui avait toujours vécu là avec ses amis les poissons. Un beau matin, Madame Tortue se décida d'aller explorer ce qu'il y avait au-delà de l'immense océan. Elle dit donc au revoir à ses amis les poissons et elle sortit de l'eau. Ah, c'est une tortue, hein. Quelque temps plus tard, elle revint parmi ses amis les poissons, qui, très curieux, la pressèrent de questions. « Dis-nous, Madame Tortue, comment est-ce en dehors de l'immense océan ?» Et la tortue, émerveillée, de leur dire « Oh, si vous saviez, en dehors de l'océan, il n'y a pas d'eau. En dehors de l'océan, nous sommes dans l'air. En dehors de l'océan, nous sommes sur la terre ferme. » Et les poissons, toujours curieux, de lui demander « Et sur la terre ferme, quelle nage nageons-nous » La morale de cette petite histoire, je vais vous laisser l'écrire. Je vous remercie.
Et j'ai volontairement laissé 6 minutes pour des questions. Donc j'ai besoin que vous posiez des questions. Aidez-moi, vraiment. Il faut vraiment que je pose la première question. Oui. Oui. Ah, c'est bien. Vous voulez pas venir prendre un micro ici nous expliquer? Ah, il y a un micro qui arrive là-haut. Tout le monde m'entend? Oui. Oui. Oui, en fait, nous, à l'hôpital, la principale problématique organisationnelle, c'est il y a combien de patients qui rentrent par les urgences? Oui. Oui, parce qu'il y a 2 filières. Il y a la filière programmée et la filière non programmée. Le fait de le mesurer, je ne suis pas trop gêné, d'accord? Parce que mesurer, savoir combien il y a de personnes qui rentrent aux urgences, parce que ça a un impact après. Mais du coup, alors je ne l'ai pas dit dans la conf, mais ce n'est pas de la prédiction si on commence à faire de la mesure. C'est vraiment la nuance. J'ai brocardé les chiffres, mais je parle bien des chiffres basés sur la prédiction du futur. C'est-à-dire aller mesurer une activité actuelle. Donc, par exemple, je veux savoir combien de personnes rentrent aux urgences au fur et à mesure pour pouvoir m'adapter. J'en sais rien, moi, plateau repas ou n'importe quoi. Hein. J'ai aucun problème avec cette idée de mesurer quelque chose pour qu'on s'adapte. Mais mesurer, c'est très différent d'estimer. Estimer, c'est mesurer un truc qu'on ne connaît pas dans le futur, qui arrivera probablement jamais. Donc c'est complètement irrationnel. Alors que par contre, mesurer au fur et à mesure que ça arrive du réel, c'est, j'allais dire, une des méthodes pour contrecarrer la prédiction du futur. D'accord ? Quand on va rentrer dans un fonctionnement sans estimation, une des premières choses, c'est qu'on communique énormément, on va mesurer énormément le passé, on va énormément communiquer sur le passé. Vous allez me dire que ça n'a aucun intérêt parce que c'est passé, sauf que le passé s'arrête au début de cette phrase. D'accord ? Donc en fait, le passé peut être très récent. Et donc, une des manières de rassurer les acteurs, de donner de la visibilité, etc., c'est d'apporter de l'information en temps réel. Vu qu'il me reste un peu de temps, je voudrais quand même rebondir sur cette anecdote, parler d'un sujet extrêmement consensuel en France, la réforme des retraites. Hein. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez sur la réforme des retraites, mais on nous a dit qu'on avait besoin... Je ne vais pas du tout rentrer sur le sujet politique, ça ne m'intéresse pas. C'est juste sur l'aspect prise de décision, pour rebondir sur votre question. On nous a dit qu'il y avait besoin d'un organisme technique, donc le comité d'orientation retraite. Moi, pas de problème, un sujet technique, on a un organisme pour faire de la mesure. Et on nous a dit que pour éclairer notre décision, ce comité d'orientation technique allait fournir 5 scénarios d'évolution des retraites. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a un seul futur. Donc, quand on me fournit 5 scénarios du futur, j'ai quand même l'impression qu'il y en a 4 qui sont faux. D'accord ? Et donc, j'ai quand même l'impression que pour éclairer ma décision, on vient de me fournir 80% de données fausses. Minimum. Parce que sachant que pour prédire l'équilibre des caisses des retraites, ça s'appuie sur la croissance économique. La croissance économique, vu le nombre de paramètres, on est en train d'estimer à partir d'estimations qui sont elles-mêmes très fragiles. Donc en fait, ces 5 scénarios qui ont été fournis par le corps nous fournissaient entre 80 à 100% d'informations fausses. Et c'est à partir de ça qu'on doit éclairer la décision. Alors on va se dire, on n'a pas le choix. Mais en fait, il y a un autre processus décisionnel. Je donne l'exemple des caisses des retraites parce que c'est un exemple que tout le monde connaît, mais on peut faire la même chose en entreprise. Ça serait de se dire, on veut mesurer l'équilibre des caisses de retraite mois après mois. C'est-à-dire qu'on veut savoir. Alors vous allez me dire, mais ça ne sert à rien parce que c'est le passé. Mais bien sûr que ça sert. Je veux dire, si on est en déséquilibre et en déséquilibre depuis très longtemps, si on est en déséquilibre et ça s'aggrave, si on est en déséquilibre et que ça se résorbe, voilà, on n'a pas besoin de projection du futur. Juste une mesure du passé, récente et régulière, c'est un autre moyen de décider. Donc on décide uniquement à partir d'informations fiables. Et comme on est dans le domaine médical, regardez un peu comment font l'exemple des médecins.
mais c'est toujours comme ça qu'il fonctionne. Le jour où vous allez voir un médecin et qui vous présente un PowerPoint avec le planning de votre guérison, je ne sais pas, vous changez de médecin. Qu'est-ce que fait un médecin? Il va vous dire, au vu de vos résultats d'examen, je vous prescris tel traitement. Dans un mois, vous refaites l'examen et on va réadapter le traitement. C'est une itération. Aucune projection du futur. On mesure la situation actuelle. En fonction des informations qu'on a, on agit au mieux et ensuite on va s'adapter. Alors ce que ne vous dit pas le médecin, mais maintenant vous le saurez, c'est implicite, mais il ne l'explicite jamais, c'est qu'en fait, il ne sait pas exactement ce qui va se passer. D'accord? Parce que s'il savait exactement ce qui allait se passer, il n'aurait pas besoin de faire un examen dans un mois. D'accord? Donc il y a toute cette partie médicale, et je pense que les urgences sont organisées comme ça, justement parce que c'est dans la sphère médicale et qu'il y a une forte culture scientifique. Et j'ai quand même l'impression que plus il y a une culture scientifique dans un domaine, moins on s'appuie sur la prédiction de l'avenir. C'est pour ça que les économistes et les politiques ne font que des projections du futur. J'ai rien dit. Voilà. Et s'il y avait une autre question? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez des cas concrets, justement, de la mise en place de tout ce que vous nous avez présenté, mais dans des organisations, des très grosses organisations qui sont complexes, et où on a enlevé justement ce modèle de prédiction pour essayer de mettre en place tout ce que vous nous avez présenté? Alors on va dire à l'échelle, je ne l'ai jamais vu. Au niveau local, au niveau des équipes, oui, souvent. Parce que souvent je vois là où j'interviens. Où est-ce qu'on a, grosso modo, des fonctionnements comme ça? Des petites équipes, d'accord, qui sont dans des grandes DSI et ça a été dit ce matin en keynote, mais qui vont hacker le système. C'est-à-dire qu'à un moment, de toute façon, vu que tout est toujours en retard, on a une marge de manœuvre pour fonctionner comme ça. Certaines startups, sur LinkedIn, vous avez Rudy Onfroy, par exemple, qui communique énormément sur le fait qu'il fonctionne absolument sans estimation. Et ces aspects-là. Alors, à l'échelle d'une grande organisation, je ne l'ai jamais vu et je le déconseille. Pourquoi? Parce que ça fait très peur. D'accord? Grosso modo, toutes nos activités sont basées sur la prédiction du futur, les estimations. Donc, si vous venez voir votre dirigeant et vous lui dites « Coucou, je viens retirer la pierre angulaire sur laquelle ton organisation est construite, tout va s'effondrer, fais-moi confiance. Je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord. » Et ce n'est pas ce qu'il faut mettre en avant en premier, à mon avis. Pour arriver dans un fonctionnement sans estimation, il y a deux grands axes. D'une part, livrer fréquemment. Pourquoi livrer fréquemment? Parce que livrer, c'est la meilleure manière de donner de la visibilité. Les plannings sont des mensonges. C'est un double mensonge. On ment à la personne à qui on envoie le planning et on se ment à nous-mêmes sur notre capacité à prédire le futur. Alors qu'une livraison, c'est un grand moment de vérité. Donc, livrer fréquemment, ça va apporter énormément de visibilité à tous les acteurs et ça va rassurer tout le monde. Donc, plus on rassure les personnes, moins on a de demandes de planning qui sont toujours des demandes de défiance. Et puis, l'autre aspect, c'est de rencontrer ses utilisateurs. Alors, parfois, c'est simple. Parfois, il faut des mois, voire des années, pour faire en sorte que les développeurs rencontrent les utilisateurs. Donc, il faut plutôt construire ça pour atténuer les demandes de planification plutôt que d'attaquer bille en tête. Bon, là, on est entre nous, donc je me fais plaisir, mais ce n'est pas comme ça qu'on aborde en entreprise, en tout cas. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je ne sais pas s'il y avait une autre question. Oui, merci. Eh bien, merci à vous.